2 jours après la rentrée scolaire, on fait le point ce matin sur la situation actuelle. Rentrée scolaire fortement perturbée par la sécheresse qui touche la Guyane depuis ces dernières semaines. Tous les cours d'eau du territoire sont à un niveau exceptionnellement bas. Conséquent, certains secteurs sont inaccessibles en pirogue. Mardi dernier, la préfecture a déclenché le plan Orsec eau. Le niveau de vigilance étiage a été élevé au niveau rouge pour une durée minimale d'1 mois. La situation devrait donc durer encore plusieurs semaines. Eau, nourriture, carburant, bouteilles de gaz, transport de fret et de personnes sont évidemment impactés. Côté rectorat, une cellule de crise a été activée pour prendre en charge et s'occuper des élèves. Pour en parler, Philippe Dulbecco est notre invité ce matin. Bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation, Philippe Dulbecco, recteur de l'Académie de Guyane. On va déjà commencer par l'essentiel. C'est quoi la situation ce matin ? Quelles écoles, quels établissements scolaires sont encore fermés ce mercredi, Philippe Dulbecco? Je le rappelle, avant-hier, les écoles d'Antekumpata, Pidima, Kayodé aussi, à cause de travaux effectués sur le château d'eau, étaient fermées, ces 3 écoles. Est-ce qu'il y a du nouveau depuis ? Alors écoutez, on est à peu près dans la même situation. Une cellule de crise à la préfecture, une cellule de crise au rectorat, et chaque jour au rectorat, on alimente la cellule de crise de la préfecture, puisque c'est quand même sous l'autorité du préfet que les principales décisions se prennent. Ce matin, il y a à peu près 350 élèves sur les 9000 concernés qui n'ont pas école, et au moment où je vous parle, il y a encore 16 enseignants qui n'ont pas pu regagner leur classe, mais sur les 16, il y en a 8 que nous avons acheminés hier à Grand-Santi, et qui sont en train d'être acheminés entre Grand-Santi et Apagui. C'est un point important parce que sur les 350 élèves sans école, il y en a 250 à Apagui. Pourquoi il y en a 250 à Apagui ? Parce qu'il n'y avait que 2 enseignants dans l'école à Apagui, et avec 2 enseignants, on ne peut pas accueillir les élèves. Apagui, je le rappelle pour tout le monde, sur la commune de Grand-Santi. Grand-Santi, voilà, au moins tout le monde situera ce dont on est en train de parler. Qui est l'écart le plus éloigné, en réalité, du bourg. Ouais. Voilà. Allez-y, pardon. Oui, voilà. Donc la situation est celle que je décris. Vous l'avez bien dit, hein, il y a des zones où c'est plus compliqué que d'autres. Les zones vraiment très critiques, c'est Camopi-Trois-Sauts. Oui. Enfin, autour de Trois-Sauts et le déplacement entre Camopi et Trois-Sauts. Et l'autre zone très critique, c'est au-dessus de Taluène, où là effectivement on a de vraies difficultés. Enfin, on circule plus pour aller à Antekumpata et à Pidima, et on a des difficultés aussi autour des écarts d'Apatou. Pas d'école pour ces 350 élèves, du coup, en tout cas bientôt, plus que 100 à peu près quand Apagui rouvrira. Pas d'école, ça veut dire pas de cours. Qu'est-ce qui est fait en attendant pour ces élèves qui ne peuvent pas aller à l'école, Philippe Dulbecco ? On fait du cas par cas, parce que on trouve des situations qui sont très diverses. Vraiment, pour que vos auditeurs comprennent bien, je prends 2 exemples. Vous voyez, à Apagui, la solution, c'était effectivement d'acheminer les enseignants dans de bonnes conditions, parce qu'on sait quand même que entre Apagui et les écarts dans lesquels résident les élèves, on a de très fortes chances, à partir du moment où l'école est ouverte, d'amener les élèves à l'école. D'accord. Ça, c'est donc une première mesure. Lorsqu'on est à Pidima, vous savez que le maire a fermé l'école. Il a fermé l'école, mais nos 2 enseignants de Pidima ne sont pas sur site. On se pose la question de savoir si on doit leur demander de rejoindre le site. Pourquoi ? Parce qu'à Pidima, 90% des élèves de l'école du Pidima sont dans le village de Pidima. Donc à partir du moment où on est capable d'amener les enseignants en sécurité, à partir du moment où on est capable de s'occuper de leurs fret, à partir du moment où on est capable d'alimenter en eau potable, à partir du moment où donc on est capable de faire l'école dans un mode certes dégradé, mais en sécurité, malgré tout, ouais. On le fait. Et puis il y a des situations où c'est très compliqué. Antekumpata, je donne un exemple. Antekumpata, la plupart des élèves qui sont scolarisés à Antekumpata viennent des écarts autour d'Antekumpata. Or, à l'heure actuelle, on ne circule pas entre les écarts d'Antekumpata et Antekumpata. Donc là, demander aux enseignants de retourner à l'école pour 5 élèves, ça n'a pas beaucoup de sens. Donc là, on doit monter des solutions extrêmement innovantes. Et sur lesquelles, par exemple, écoutez, on visualiser ce dont vous parlez. Non, on essaie de voir avec les capitaines si on peut, malgré tout, organiser de la continuité pédagogique, avec du devoir, avec des cours. Vous savez que on cumule toutes les difficultés dans cette zone. On a une difficulté d'accessibilité par pirogue, mais on a aussi des difficultés
en termes de réseau. Les maires sont en train de déclencher aussi une démarche très volontariste pour utiliser un opérateur dont je citerai pas le nom, mais qui fonctionne partout en Guyane, de manière à pouvoir avoir des points comme ça à relais, parce que vous l'avez dit, la situation va durer. Nous, on s'organise pour un mois et demi. Alors des fermetures, on en a parlé sur le Maroni, Philippe Dulbecco. Il y a aussi ce qui se passe du côté de l'Oyapock. Lundi avant-hier, un hélicoptère des forces armées en Guyane a été réquisitionné pour transporter les élèves de Trois-Sauts et Camopi vers Saint-Georges et Cayenne. À ce niveau-là, les opérations, elles sont terminées, elles sont encore en cours. C'est quoi la situation ce matin ? Il faut remercier vraiment les services de l'État, monsieur le préfet, les forces armées de Guyane. Il y a eu 3 rotations de Puma. Une dernière ce matin, la dernière qui va amener les élèves et les personnels de l'éducation nationale sur Saint-Georges, de manière ensuite à utiliser la route. Oui, l'opération est terminée, la dernière rotation aura lieu ce matin. On parle de combien d'élèves qui ont bénéficié, entre mille guillemets, de ce dispositif, Philippe Dulbecco ? Oh, écoutez, au total, c'est 80 élèves au total. Avec des rotations de 13-14, je crois, élèves par hélicoptère. Oui, c'est dire à quel point il a fallu quand même mettre les moyens. Elle coûte cher cette rentrée scolaire. Alors, écoutez, ça c'est pas dans les prérogatives du recteur de vous répondre, mais je crois que monsieur le préfet vous répondra. Après, dans ce genre de situation, est-ce que c'est la question qui doit être posée ? Je ne le crois pas honnêtement. Elle sert à quoi pour qu'on visualise tous bien ce qui est en train de se passer de votre côté actuellement, Philippe Dulbecco ? Elle sert à quoi cette cellule de crise qui a été activée il y a quelques jours ? Elle nous permet, parce que on a quand même une chance, vous le savez, on a nous des enseignants partout sur le terrain. Elle nous permet d'avoir une image précise tous les jours, et donc le film de l'évolution jour par jour de la situation. Vous voyez, hier il faut dire quand même qu'on a des enseignants qui font un job extraordinaire. J'étais hier au téléphone avec la directrice de l'école d'Antekumpata, qui a affrété dimanche une pirogue, avec le directeur de l'école d'Elaé, avec le directeur de l'école de Taluène, qui sont remontés sur le fleuve, qui nous décrivent la situation du fleuve et qui nous disent passer Taluène, Antekumpata, ça devient, c'est plus de l'acheminement normal, ça devient de l'aventure. Moi je dis à ces enseignants, faut arrêter. Mais ils ont voulu y aller pour constater la situation, pour organiser la continuité pédagogique. Et ça, on a un réseau partout en Guyane d'enseignants, de directeurs d'école, les principaux de collèges font un travail extraordinaire sur chacun des sites. Et vraiment, c'est devenu le centre de gravité qui permet de coordonner non seulement le second degré, mais le premier degré. Ils nous donnent l'information précise au jour le jour, à l'heure près, qui nous permet d'ajuster et de prendre les bonnes mesures. Tout le monde s'y est mis. Je veux vraiment dire un mot de Guyane Fly. Je veux dire un mot de Guyane Fly. On en parlera dans quelques minutes. On parlera évidemment du partenariat qui est en train d'être noué entre le rectorat et Guyane Fly. Je reprends d'abord vos chiffres, en tout cas ceux du rectorat, Philippe Dulbecco. Plus de 8800 élèves au Maroni et l'Oyapock et environ 350 enseignants, c'est à peu près ça. C'est quoi les retours que vous avez des premiers concernés, les enseignants, les directeurs, les directrices d'école, les parents d'élèves également? Est-ce que vous arrivez à avoir un contact régulier avec tout le monde? Oui. Il faut le dire. Bon, après, on va dire le recteur, il est toujours positif, mais quand les choses fonctionnent bien, il faut le dire. Les retours sont bons. Moi, je vois des enseignants mobilisés. Je vois des chefs d'établissement qui cherchent véritablement des solutions innovantes et inédites. Je vois des parents qui utilisent leurs propres moyens de transport, des pirogues plus petites, pour amener leurs enfants. Je vois des élus, j'étais hier avec Sophie Charles et avec Serge Anneli dimanche, je vois des élus mais particulièrement motivés, investis et engagés. Je vois un partenaire, collectivité territoriale de Guyane, avec lequel vous savez nous travaillons parfaitement, mais avec lequel l'information est d'une fluidité incroyable. Je veux dire, dès lors qu'un transporteur, un piroguier informe la collectivité territoriale de Guyane, comme vous le savez, c'est dans ses prérogatives, qu'il n'est plus en mesure de transporter les élèves, on a immédiatement l'information. Non, on a une mobilisation autour de l'école, qui fait chaud au cœur. On voit bien que dans ce territoire, j'allais dire dans ce pays, un pays au sens de Radio Pays,
on voit bien que l'école est vraiment le centre de gravité des préoccupations de la population et que tout le monde se mobilise. Vraiment, je veux dire une chose, je crois que l'immense majorité des Guyanais partagent la ligne du rectorat, que je veux résumer. L'école, c'est le dernier service public qui doit fermer dans un territoire dès lors qu'on a épuisé toutes les autres solutions. Dès qu'on a épuisé les autres solutions, il faut savoir fermer. Pidima, Tekoum, fallait fermer. Mais tant qu'on n'a pas épuisé toutes les autres solutions, on doit maintenir les écoles ouvertes. Et je sens que cette ligne, elle est très largement partagée par la population, par les enseignants, j'espère aussi un peu par les élèves. Justement, là-dessus, peut-être un petit peu moins, ça c'est peut-être pas certain à 100%. Là-dessus, sur finalement l'évolution de la situation dans ces prochains jours et ces prochaines semaines, on l'a dit, évidemment, la situation va encore durer. Est-ce qu'il y a certaines zones que vous regardez avec une attention un petit peu particulière en vous disant, oui, on fait du jour au jour, je vais y arriver. Aujourd'hui, ça marche à peu près, peut-être que demain, ça ne marchera plus. Grand senti, parce qu'aujourd'hui, les élèves peuvent regagner le bourg de Grand Senti dans des conditions difficiles, oui, mais en sécurité. Je précise, le point important, c'est la sécurité. C'est-à-dire que les temps de circulation en pirogue sont considérablement allongés, donc nous avons aménagé totalement les horaires pour les élèves de Grand Senti. Mais à un moment donné, si ça continue à baisser, et vous l'avez compris, les phénomènes naturels sont pas des phénomènes linéaires. Oui. Si ça continue à baisser à la vitesse à laquelle ça baisse depuis quelques jours, on risque de se retrouver à Grand Senti dans la même situation que celle à laquelle nous sommes confrontés autour de Maripasoula. Oui, puisqu'il y a tout ce qui s'est passé pour la rentrée scolaire, pour acheminer tout le monde vers les établissements scolaires, mais ensuite pour le quotidien, on le rappelle évidemment à tout le monde, le quotidien des élèves qui habitent dans les écarts et qui doivent prendre la pirogue tous les jours pour aller à l'école, vous l'avez dit, c'est la CTG qui s'en occupe. Évidemment, s'il y a des soucis en termes de transport scolaire, il y a des conséquences pour les écoles. À ce niveau-là, qu'est-ce qui remonte comme information ? Est-ce que, comment dire ça ? À partir de quel moment vous prendrez la décision de manière collégiale avec la CTG de dire cette fois-ci on arrête, ça devient trop dangereux? Alors c'est les maires qui prennent la décision de fermeture en concertation. Quand Serge Annelli prend pas de gaieté de cœur la décision de fermer les écoles de Pidimante et Kumpata, évidemment, on en discute. C'est les maires. Bon, l'avantage de cette cellule de crise coordonnée par Monsieur le Préfet, enfin sous l'autorité de Monsieur le Préfet, et qui a lieu tous les jours, c'est de réunir l'ensemble des acteurs et d'avoir une prise de décision qui est rapide, qui est fluide, et honnêtement, au moment où je vous parle, on va voir dans la durée, assez consensuelle, pas de tension, on est à peu près en ligne. L'État a fait beaucoup, je veux dire, moi je veux remercier le rôle de la préfecture, affréter des pumas, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est quand même pas banal comme situation. On parlera peut-être tout à l'heure de Guyafly, qui est vraiment un partenaire de premier ordre dans cette situation de crise, très présent. On lui demande d'affréter des avions la veille pour le lendemain pour les enseignants et ils le font. Non, il y a vraiment une mobilisation autour de l'école que je veux saluer, je veux vraiment remercier toutes celles et tous ceux qui, on se sent appuyés, épaulés, aidés, et surtout on partage la même ligne. Guyane-Fly, justement, on y vient, Philippe Dulbecco, vous l'avez demandé, on va en parler. Dans une vidéo que vous avez postée avant-hier, vous parlez de ce partenariat avec Guyane-Fly. Le rectorat a affrété plusieurs vols pour transporter, vous l'avez dit, notamment des enseignants. Les contours de ce partenariat, c'est quoi exactement ? Écoutez, alors il y a la situation de crise et puis il y a la suite. Vous savez que je me suis, il y a un sujet qui me mobilise beaucoup. On en a parlé ici. C'est l'attractivité de tous les territoires guyanais. Et souvent, on s'est dit ici que l'attractivité, ça passe aussi par les conditions de vie, ça passe par les conditions de transport. Et que si on propose, si on dit aux enseignants, c'est quand même plus facile de se déplacer au moment des vacances, pendant les week-ends, entre là où vous êtes et là où vous voulez aller. Donc essentiellement Cayenne pour ensuite, le cas échéant, partir en vacances. Ça facilite grandement les choses. Et c'est ce que nous voulons faire avec Guyane-Fly maintenant. C'est-à-dire que, c'est un partenariat très simple qui en réalité va consister à simplement établir dans une convention ce que nous faisons déjà. Nous nous engageons auprès de Guyane-Fly à lui communiquer le plus en amont possible la liste des enseignants qui auront besoin de se déplacer, ce qui permet à Guyane-Fly d'avoir un plan de charge
et des plans de vol qui peut anticiper le plus en amont possible. Donc surtout pour les périodes charnières de rentrée scolaire, c'est-à-dire là où c'est toujours un peu compliqué, là où les enseignants ont du mal à trouver un billet d'avion, là où ils ont du mal à regagner leur école en temps et heure. Et donc c'est ces périodes charnières-là sur lesquelles nous allons travailler de manière à avoir davantage, encore une fois, de fluidité et répondre mieux à la demande de l'éducation nationale. Alors, je dis les enseignants, mais c'est les personnels de l'éducation nationale, il n'y a pas que des enseignants. Donc concrètement, ça prendra quelle forme? Une convention entre vous et Guyane Fly pour dire tant de fois à peu près dans l'année on aura besoin de tant de vols? Exactement, une convention très simple, on communique le plus en amont possible nos besoins, le plus en amont possible, de manière à ce que Guyane Fly puisse adapter son plan de vol. Il faut quand même remercier derrière Guyane Fly la collectivité territoriale de Guyane, puisque vous le savez quand même, que tout ceci est dans le cadre d'une délégation de service public. Ça pose quand même, ce que vous êtes en train de nous dire, la question de l'anticipation. Le plan Orsec eau a été déclenché la semaine dernière alors que la sécheresse dure déjà depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Vous n'êtes pas le préfet, cette question, on la posera directement à la préfecture. Mais la période qu'on traverse, Philippe Dulbecco, certes, elle est exceptionnelle, mais enfin, depuis ces dernières semaines, on entend parler de ce qui est en train de se passer et c'est quelque chose qui revient année après année. Est-ce qu'il ne faudrait pas commencer, sur le cas de la rentrée scolaire, à élaborer un plan régulier finalement qui soit quasiment enclenché au mois de novembre? Alors, je vais vous dire une chose, vous n'êtes pas obligé de me croire. La dernière réunion que j'ai faite avant les vacances de la Toussaint au rectorat, c'est une réunion avec l'ensemble des acteurs du fleuve, de l'Oyapock et du Maroni, en disant attention, à la rentrée donc 3 semaines plus tard, je voudrais qu'on fasse un point parce que j'ai quelques inquiétudes. Donc ce sujet, nous l'avions anticipé. De 3 semaines, mais on suit la situation. Après, est-ce qu'on doit rentrer dans une démarche structurelle? Voilà, c'était surtout ça le sens de ma question. Quelque chose qui revienne année après année. Moi, j'en sais rien. Et il faut qu'on étudie ça. J'ai lu, il y a 2 ans, M. Zamit, 2 ans et demi, en arrivant en Guyane, j'ai lu des articles scientifiques qui m'expliquaient que régulièrement en Guyane, chaque 10-12 ans, je sais plus, ma mémoire n'est pas aussi précise que ça, il y a des inversions de El Niño, El Niña, et on a 2 années de saison sèche. Et que derrière, on repart sur un cycle normal. Alors, si c'est le cas, il faut le savoir, il faut se dire qu'on a 2 années de saison sèche et qu'on repart sur un cycle normal, mais si en revanche, c'est l'hypothèse que vous faites, en réalité, tout ceci ne correspond plus à la réalité. Et vraisemblablement selon les conséquences que l'on voit du dérèglement climatique. Alors moi, je dois voir ça. Moi, avant de vous répondre et savoir si structurellement on doit réorganiser l'école, parce que c'est la question que vous me posez, avant de savoir si structurellement on doit réorganiser l'école, je voudrais m'appuyer quand même sur les travaux non pas des climatologues, mais des des spécialistes de la météo. Et évidemment, si on nous dit que ce que j'ai lu est inexact et qu'il est inexact qu'on reparte sur un flux normal, il faut effectivement... en cellule de crise hier, Jules Vincent, le principal de Maripasoula, c'est lui qui l'a dit, c'est pas moi, monsieur le recteur, Guyane Connectée, pour nous c'est une solution... pour la continuité pédagogique. Je vais mobiliser Guyane Connectée. Ça n'a pas été fait pour ça, Guyane Connectée. Mais pour organiser la continuité pédagogique entre le collège de Maripasoula et les élèves des écarts qui n'ont pas pu se rendre au collège, je ne parle pas de ceux qui sont inscrits en Guyane Connectée, eh bien, Jules Vincent dit, moi je vais optimiser Guyane Connectée à Kayodé, à Taluène et en Tekumpata. Bon, je sais pas si c'est la solution à tout, mais vous voyez, on a quand même, on s'est mis en situation de commencer à construire des solutions. Guyane Connectée, je rappelle que ça doit être déployé sur toute la Guyane, que nous y travaillons sur Apagui à l'heure actuelle, sur Montfina, sur Trois-Sauts et sur Trois-Palétuviers. Vous voyez, et que l'objectif de base, c'était de permettre à des élèves de rester finalement chez eux et de ne pas aller tout de suite beaucoup plus loin. Mais vous voyez, ce type de solution, dès lors qu'on maille le territoire avec des solutions numériques, je dis pas qu'on va... Vraiment, je réfléchis avec vous, en parlant. Bien sûr. Mais oui, s'il faut aller vers des solutions structurelles, il faut y aller. Et on essaiera d'être présent pour répondre à ces défis. Sur le maillage du territoire, Philippe Dulbecco, la situation actuelle, elle révèle quand même encore une fois la problématique de l'enclavement de la Guyane. Ce n'est pas un problème qui touche que l'éducation nationale. Évidemment, tous les secteurs, tous les habitants sont concernés. Ce n'est pas votre rôle de décider quoi que ce soit sur le désenclavement du territoire, mais à quel point vous êtes handicapé, Philippe Dulbecco, tout au long de l'année, pas qu'en période de sécheresse, par les difficultés de transport finalement.
Il y a 3 axes dans le projet académique. Ouais. Le premier axe, c'est s'affranchir des contraintes géographiques. Donc, ce que vous dites, on en a une... C'est la première contrainte pour vous, éducation nationale en Guyane, la géographie. S'affranchir des contraintes géographiques, optimiser la dimension multiculturelle et multilingue, c'est le deuxième axe, et dépasser les déterminants socio-économiques, c'est le troisième axe. Donc effectivement, la dimension géographique, elle est déterminante pour l'éducation en Guyane. Je rappelle que Guyane Connectée est née de cette idée. On a des écoles partout en Guyane, mais on n'a pas de collège partout. On peut pas mettre des collèges partout en Guyane. Et donc, comment on fait pour amener le collège à Guyane Connectée? Oui, la dimension géographique est une dimension qui est très forte. Je rappelle quand même que les choses vont s'améliorer. Vous savez que à la rentrée prochaine, et ça c'est un défi majeur, je suis sûr qu'on en reparlera, on ouvre à Maripasoula un lycée. Mais pas un petit lycée. Un lycée avec une capacité d'accueil de plus de 1000 élèves, une offre de formation. Donc, vous voyez, on va pas traiter tous les sujets ce matin, mais c'est vrai que nous, en tout cas, au niveau du rectorat, on s'organise pour que cette dimension, cette contrainte géographique, on l'atténue et on la prenne pas simplement comme une contrainte, mais on l'utilise comme un levier de manière à mettre en place des actions correctrices, en tout cas des actions qui permettent de contrôler mieux et de réguler mieux cette dimension géographique. En tout cas, vous ne deviendrez pas ce matin, Philippe Dulbecco, un militant pour la route du fleuve. C'est quelque chose qui ne faciliterait pas vos missions, tout de même avoir une route qui permette d'aller partout. Je vous assure que j'ai une opinion, mais que à la place qui est la mienne, je la garde pour moi. Philippe Dulbecco, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. À vous. Je le rappelle, recteur de l'Académie de Guyane pour faire le point sur la situation actuelle, notamment dans les communes de l'intérieur. Merci encore. Merci à vous.